Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur TLM pour votre émission de débat. Et avec au sommaire, cette semaine, on va parler de la candidature d'Étienne Blanc. Il s'est lancé à son tour après Gérard Collomb. La campagne des municipales, eh bien, c'est parti, même si le choix du candidat était loin d'être évident. Et puis on parlera également de Jean-Luc Mélenchon qui n'en finit pas. Il nous avait promis le bruit et la fureur. Jusqu'où ira le leader des Insoumis? On en débattra dans la deuxième partie de cette émission. Et pour débattre de tout ça, justement, Alexandre Vincendet, le nouveau président des Républicains dans le Rhône. Bonjour. Antoine Méliès, conseiller régional du Rassemblement national. Elliot Aubin, conseiller municipal de la France Insoumise. Et Romain Blachier de La République En Marche, adjoint à la culture dans le 7e. C'était un faux suspense qui a quand même bien duré. À la candidature d'Étienne Blanc en municipal à Lyon, il l'a annoncé cette semaine sur TLM. Pour ceux qui en doutaient, la campagne est bien lancée. C'est le retour précipité de Gérard Collomb qui a accéléré les choses finalement? Non, c'est aussi une volonté, je pense, d'Étienne Blanc à un moment de se lancer dans la bataille. Étienne Blanc, aujourd'hui, je dirais après une longue réflexion, l'avait dit, s'il était celui qui était le plus à même de réunir sa famille politique, et même de pouvoir élargir à terme, il se présenterait devant les Lyonnais pour porter un nouveau programme. Je pense que l'appel qui a été porté par Stéphane Guillan et que j'ai soutenu en tant que président de fédération, qui a été soutenu par des élus lyonnais, des élus de la métropole, des élus de la région, qui sont issus de l'agglomération lyonnaise, montre en tout cas que notre famille politique, depuis très longtemps, s'est enfin rassemblée derrière un seul candidat. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas connu ça à Lyon. Si on se rappelle malheureusement des divisions de 2001, de la mauvaise candidature de Dominique Perben en 2008, de la primaire qui avait été une réussite mais qui finalement ne nous a pas permis de gagner en 2014, pour une fois, on se rassemble très en amont d'une candidature aux élections municipales, parce qu'Étienne Blanc, encore une fois, je pense, celui qui est le plus à même de rassembler, qui a la carrure demain pour être maire de Lyon. Romain Blachier, justement, il y avait Michel Avare en 2014. Cette fois, c'est quoi? La droite propose une vraie alternative à Gérard Collomb avec un candidat bien à droite? Ça fait 2 parachutages en 3 élections. Alors, je ne sais pas, Dominique Perben en 2008. En 2014, effectivement, c'était un candidat du cru, quelqu'un de talent, Michel Avare. Là, c'est dommage, justement, que l'appareil des Républicains, mais j'espère que vous allez, enfin pour vous, que vous allez y travailler, ne soit pas capable de produire quelqu'un à Lyon qui soit en capacité de proposer un projet. C'est dommage d'importer quelqu'un de Divonne-les-Bains pour pouvoir trouver une solution pour la droite lyonnaise. Ça veut dire qu'il y a un certain vide là-bas, ça veut dire qu'il y a un certain problème aussi en termes de propositions. On ne sait pas sur quelle proposition ça va être fait. Et puis, j'en profite, vu qu'on est 5 mecs autour de la table, pour dire que ça fait encore un mec. Et entre toutes les candidatures qu'on peut avoir, il n'y a quasiment jamais de femmes à Lyon sur à peu près aucun poste, et c'est quand même un petit peu surprenant. On va nous annoncer la candidature de Caroline Collomb dans quelques instants à la mairie de Lyon. Pas forcément. Non, il y a déjà un candidat, c'est le problème. C'est son envie. Antoine Méliès, ça s'annonce plus compliqué encore pour le Rassemblement national. Alors, je ne sais pas s'il y aura une femme. C'est le bras droit de Wauquiez à la région. On sait qu'à la région, vous êtes peu audible. Parce que difficile de s'opposer à Laurent Wauquiez. Par rapport à M. Blachier, je vais peut-être le rassurer, il aura peut-être la chance d'avoir une candidature féminine, mais pas En Marche, peut-être au Rassemblement national. Je pense notamment à Agnès Marion, par exemple, à d'autres personnalités féminines, puisqu'il y a un avantage chez nous, c'est que les femmes ont des responsabilités politiques et elles n'ont pas besoin d'être mariées, d'être en concubinage ou quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à Étienne Blanc. Étienne Blanc est une personnalité de droite conservatrice que je côtoie à la région, qui est quelqu'un, il faut le reconnaître, plutôt de compétent, qui a amorti le choc d'une certaine brutalité de la part de Laurent Wauquiez, qui est quand même président à mi-temps de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il est aussi président à mi-temps de son parti Les Républicains. Et là où je suis assez inquiet par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que quelqu'un qui était à plein temps premier vice-président aux finances, etc., qui gérait au fond la boutique, eh bien maintenant va se présenter à une élection municipale. Donc on va avoir au fond un premier vice-président à mi-temps. J'espère que ça ne va pas être le cas de tous les vice-présidents de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis je tiens à dire une chose, il va peut-être falloir aussi rattraper le retard de l'intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'agglomération lyonnaise, parce que moi c'est ce qu'on a dénoncé, le clientélisme de Laurent Wauquiez et d'Étienne Blanc, notamment pour la Haute-Loire, pour la commune du Puy-en-Velay, c'était bien, mais ça laissait des zones arides, et les zones arides c'était par exemple la ville de Lyon et plus largement le département du Rhône. C'est simple que ça, si vous connaissiez. Plus largement le département du Rhône, je connais bien le dossier justement, c'est à peu près 30 fois plus d'intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les aides aux communes sur le département de Haute-Loire et du Puy-en-Velay, 30 fois plus que la ville de Lyon, que pour la ville de Lyon et le département du Rhône. Et enfin, je termine juste une chose. Moi, hier, j'ai vu
les élus du Rhône, j'ai vu des députés du Rhône, j'ai vu des conseillers de la métropole, j'ai vu des maires de la métropole de Lyon, j'ai vu très peu d'élus lyonnais. J'aimerais juste qu'on clarifie les choses. Est-ce que Étienne Blanc est candidat? Je n'ai pas vu, vous étiez pas là pourtant, parce que moi j'y étais, il y avait quelques élus de Lyon. J'aimerais juste savoir, monsieur Vincent Day, laissez-moi juste terminer s'il vous plaît. Est-ce que Étienne Blanc est candidat à la métropole de Lyon ou à la ville de Lyon? C'est la question qui peut se poser. C'est la question qui peut se poser. Vous avez un problème avec les personnes qui sont présentes ou pas? Monsieur Vincent Day, laissez-moi juste terminer. Monsieur Vincent Day, laissez-moi juste terminer. Ça va bien se passer. Quand même être assez clair, les élections. Monsieur Vincent Day, laissez-moi juste terminer. J'ai vu très peu d'élus lyonnais. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il arrivera à faire l'union autour de lui à la ville de Lyon, ou alors est-ce qu'il comprendra qu'il vaut mieux être candidat à la métropole de Lyon qu'à la ville de Lyon? Ça, c'est les semaines à venir qui nous permettront d'y répondre. Elliott Aubin, il y a des personnalités un peu fortes qui commencent à se déclarer pour ces municipales. Comment on se situe quand on n'est ni en marche ni à droite? Justement, par rapport à la candidature d'Étienne Blanc, il y avait une phrase de Raffarin en 2014 que je trouvais très pertinente qui disait finalement à Lyon, la droite n'a pas besoin de candidat, il y a déjà Gérard Collomb. Et cette réplique de Raffarin, je crois, elle s'applique encore plus aujourd'hui avec la dérive droitière de Gérard Collomb. Ce qui est intéressant dans le paysage maintenant politique lyonnais, c'est qu'on voit bien qu'il y a ce camp libéral qu'incarne La République En Marche qui est en train de se mettre en place, avec, je pense, demain, des anciens candidats de droite qui pourront rejoindre Gérard Collomb assez facilement, s'ils l'ont déjà fait. On sent bien qu'il y a le camp d'une droite, vous l'avez dit, conservatrice, en quelque sorte aussi réactionnaire sur certains points, qui est en train de s'incarner par Étienne Blanc. Et bientôt, il y aura un troisième pôle, qui est le pôle que la France Insoumise et d'autres incarneront, qui est celui d'abord du camp de l'écologie et de l'humanisme. Et je pense que ça va être très intéressant d'avoir ces trois pôles-là sur la campagne lyonnaise. Alexandre Vincent Day, c'est vrai que le choix du personnage peut étonner dans une ville. Est-ce que c'est le candidat idéal d'avoir une droite conservatrice comme ça? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'Étienne Blanc aujourd'hui est un élu conservateur? Étienne Blanc, il est issu de l'UDF, c'est quelqu'un qui est issu du courant qui avait soutenu Raymond Barre à son époque, notamment en 1988. C'est quelqu'un qui est issu du courant humaniste, plutôt dans ma famille politique. C'est très bien de sortir à chaque fois les grosses vieilles ficelles, c'est la droite conservatrice, c'est la droite extrême. Enfin, non, c'est simplement aujourd'hui quelqu'un, je pense, qui a fait ses preuves. En tant que parlementaire, il a quand même mené de grands combats, notamment sur la simplification administrative, sur la chasse au gaspillage d'argent public. C'est le cas aujourd'hui à la région, où il a très clairement un bilan en termes de gestion. On a remis une gestion complètement à l'endroit. On est passé d'une collectivité de fonctionnement à une collectivité d'investissement. C'est quelqu'un qui a un bilan en tant que maire dans sa commune. Donc il sera vice-président à mi-temps pour reprendre ce que disait alors, Anthony. Si on prend ce que dit M. Méliès, donc Marine Le Pen, quand elle était présidente du Front National et aujourd'hui du Rassemblement National, l'était à 90% du temps et elle était, je crois, entre 10 et 5% du temps député européen, et je crois que c'est un peu près pareil aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle ne brille pas par sa présence, elle ne brille pas par la qualité des débats qu'elle porte, ni par la qualité de ses interventions. Vous me laissez juste finir, mais c'est une réalité. Donc évidemment, c'est un peu facile quand on a une présidente de parti. Il y a une différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Et en plus, l'avantage d'Étienne Blanc, c'est qu'il n'est pas candidat à tout. Vous l'aurez remarqué, s'il est candidat, ça sera la mairie de Lyon. Ça ne sera pas à l'Assemblée nationale. Et de gérer une région de 8 millions d'habitants. D'accord, monsieur Vincent Day, il y a une petite différence. Bien sûr. Ensuite, il ne vous aura pas échappé. Il ne vous aura pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas de groupe politique. Donc on a 2 fois moins de moyens, 2 fois moins de temps de parole, etc. Et c'est ce qui vous permet de dire et de fanfaronner. Monsieur Vincent Day, et au Parlement européen, le taux de présence qui était catastrophique, où elle était dans les 3 derniers. Vous racontez n'importe quoi. Regardez les statistiques. Regardez les statistiques de taux de présence au vote, du nombre d'interventions, du nombre de questions à la commission, etc. Donc il y a un moment, il faut simplement faire arrêter de la vieille politique politicienne et de sortir les grosses ficelles. Simplement, il y a un moment, avant de commencer à critiquer les autres, il faut balayer devant sa porte. Je ne suis pas dans la politique. Je dis simplement qu'aujourd'hui. Je termine juste par rapport à M. Blanc. Ce que j'ai dit au début de mon intervention, c'est le premier vice-président de la région et tous les groupes politiques, quelle que soit leur sensibilité, reconnaissent que c'est un homme de dialogue, qui travaille et de dossier. Personne ne dira le contraire. Voilà, donc ne m'affublez pas. Ne m'accusez pas de faire de la politique politicienne. Le problème, encore une fois, c'est que, personne ne parle du projet.
personne ne parle des enjeux métropolitains. Le projet arrivera. Ah bon, d'accord. Donc on présente un candidat avant de parler du projet. Je crois qu'Étienne Blanc lui-même avait dit il faut parler du projet avant de parler du candidat. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne travaille pas déjà sur ce projet? Attendez, est-ce que vous avez... Laissez-moi terminer. Non, attendez, vous m'avez coupé la parole. Laissez-moi juste terminer, je vous écoute après. Je sais bien que vous avez un peu des faux problèmes avec le dialogue, mais simplement. Ah non, justement, je n'ai pas de problème avec le dialogue. Qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui qu'Étienne Blanc ne travaille pas sur un programme? Qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui qu'Étienne Blanc n'aura pas de proposition à faire aux Lyonnais? Et qu'est-ce qui vous dit qu'il ne les dévoilera pas dans les semaines et mois qui viennent? Enfin, que je sache aujourd'hui, si vous avez un candidat aujourd'hui, on se demande bien ce qu'il va défendre. D'ailleurs, on se demande bien ce que vous pouvez défendre sur l'agglomération lyonnaise. Et pourquoi? Vous savez ce que je fais, moi, au niveau Givordin et également au niveau régional, en tout cas sur l'agglomération lyonnaise. Deux sujets de l'agglomération lyonnaise. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Le RER Sud, ça vous dit rien, par exemple? Romain Blachier, c'est vrai. Romain Blachier, c'est vrai que l'histoire du casting avant le projet, c'est valable pour le coup dans votre camp également. Pour l'instant, on a Gérard Collomb candidat, mais quel projet, si ce n'est son passif? C'est bien qu'on revienne à Lyon, parce que là, on partait sur Strasbourg, on partait sur je ne sais pas où. Et effectivement, je pense que ce qui intéresse les gens sur TLM, c'est peut-être Lyon et la métropole. Sur la question du projet, si vous voulez, déjà, nous, on a des réalisations qui sont, y compris par ceux qui n'aiment pas Gérard Collomb, saluées dans les différentes pétitions qu'on peut voir. On a des réalisations qui sont faites aussi par le président de la métropole, qui fait un travail énorme en matière sociale. Là, je vous parle du présent. En ce moment, le plan sur le social, c'est quelque chose... On va voir plus loin, se projeter peut-être. On se projette, justement. Déjà, il y a la question de l'action qu'on fait. Sur le plan social présent. Sur le plan social, il y a notamment la question du plan mineur étranger, comme vous avez peut-être pu le suivre également la semaine dernière. C'est pas aucun acte concret de la part du président. Vous pouvez demander à monsieur Gachet, qui est élu avec vous dans le 1er arrondissement, ce qui va être mis en place. Alors je sais que ça s'est disputé un petit peu entre Nathalie Perrin-Gilbert, vous et monsieur Gachet, mais en tout cas, il y a ce travail-là. Il y a le travail, effectivement, sur le renforcement des politiques. Tous les jeunes qui sont aujourd'hui dans le squat de Maurice Sèvres, est-ce qu'il y a une réelle proposition d'hébergement qui va être faite? Là, il y a un travail qui est fait avec les services, vous le savez bien, un travail sur la question du relogement, mais la question du social, ça ne se limite pas à la question des mineurs étrangers. Ça se limite aussi... ça comme exemple, donc je réponds mais je commence à donner ça, puis vous m'interrompez là-dessus, mais simplement, la question, effectivement, de l'insertion des jeunes dans les quartiers populaires, je pense évidemment à ce qui peut être fait dans les différentes banlieues que vous connaissez, que je connais également. La question également du logement, la question du logement social, on est quand même la métropole la plus en pointe sur la question du logement social. Quand je vois en plus... Juste pour revenir à Étienne Blanc, vous ne craignez pas l'effet d'avoir un nouveau candidat? La création de logements sociaux au milieu de la guillotière, ça me pose des questions. Romain Blachier, l'effet d'avoir un nouveau candidat, vous ne le craignez pas par rapport à un candidat qui n'est pas nouveau pour le coup? Non, moi je craindrais un candidat s'il était lyonnais. Si vous voulez, là on a quelqu'un qui vient de Divonne-les-Bains, qui effectivement illustre, et je le regrette vraiment parce qu'il y a aussi des gens de qualité aux Républicains, que ce soit dans la métropole ou à Lyon, illustre le fait qu'il y a un problème de parachutage, et je pense que ça ne va pas servir la cause. Juste une dernière chose avant de passer au second thème, justement, la question du parachutage, elle va largement revenir. En termes de parachutage, je suis un spécialiste. J'ai été parachuté dans ma ville de Rieux, qu'aujourd'hui j'administre, et on est en train de transformer cette ville comme jamais elle n'a été transformée. Donc ça ne pose pas de problème, je vais vous dire une chose, déficit de notoriété également. Vous savez, non mais il y avait un contexte, mais il y a peut-être aussi un contexte aujourd'hui ici, aussi à Lyon. Pour une bonne et simple raison, je note deux choses. Premièrement, il n'aurait échappé à personne que lors de la conférence de presse que Stéphane Guillon organisait, et nous étions près d'une 50aine d'élus à avoir signé cet appel qui a été porté par Stéphane Guillon, qui est le président du groupe des Républicains à la ville de Lyon, il y avait beaucoup plus d'élus que sur le quai de la gare pour attendre Gérard Collomb quand il est revenu du ministère de l'Intérieur. Je crois savoir qu'il y avait 2 élus. Il y en avait 50 là, qui appelaient à l'arrivée d'Étienne Blanc. Deuxième chose, je tiens quand même à remarquer que ces élus, nous avons appelé à ce qu'Étienne Blanc arrive. Moi, j'ai vu par contre des pétitions d'élus, beaucoup plus nombreuses que ceux qui étaient sur le quai de la gare, dans le camp de Gérard Collomb, qui disaient que Gérard Collomb ne devait pas revenir, qu'il était temps de passer la main. C'est un contexte qui est bien différent. D'un côté, vous avez une famille politique qui dit « nous sommes prêts à nous rassembler derrière un homme », et de l'autre côté, une famille politique commence à dire « on n'est pas tout à fait d'accord, En Marche, c'est votre famille politique ». Voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un peu de friture sur la ligne dans votre famille politique. Je voudrais juste dire une chose, c'est que je crois qu'il ne faudrait pas non plus surestimer le poids de la droite, quel que soit le personnage et quel que soit le parachutage. Ça, je pense que ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais je pense qu'il faut ne pas surestimer le poids de la droite. On l'a bien vu
aux législatives, la droite n'a été présente qu'à dans une seule circonscription au second tour. Dans les 3 autres, la France insoumise et le camp des humanistes étaient présents. Donc je pense qu'il faut aussi revenir sur la sociologie des Lyonnais, sur les programmes qui intéressent les Lyonnais et sur ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, c'est d'avoir un plan d'action réellement sur la question sociale, réellement sur la question écologique et réellement sur la question démocratique. Je ne suis pas sûr que les Lyonnais soient vraiment matin, midi et soir obsédés par rapport à ce que vous dites sur la question sociale, sur l'hébergement de squatteurs et sur la politique en faveur des mineurs isolés qui ne sont rien d'autre que des migrants et des clandestins. Voilà. Il y a comme des nuages noirs dans le ciel des Insoumis en ce moment, après les vidéos assez hallucinantes de Jean-Luc Mélenchon en rage devant les forces de l'ordre, alors même jusqu'à s'en prendre physiquement au procureur, pas content de l'enquête qui suit son cours concernant les emplois présumés fictifs au Parlement européen, ainsi que le financement de sa dernière campagne présidentielle. Elliot Aubin, est-ce que je suis un abruti ? En tout cas, je ne me permettrai pas de dire ça. Oui ou non, quand même, juste qu'on soit sûr. Je ne me permettrai pas de dire ça. En revanche, la façon dont vous tournez les choses montre bien, encore une fois, qu'on est dans une société du spectacle, avec les images. C'est lui qui la met en scène, le spectacle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui s'est filmé chez lui. Moi, je voudrais. Personne n'aurait vu ces images s'il ne s'était pas filmé lui-même. Alors, j'en étais sûr que ça allait faire ça, c'est-à-dire que je suis là, ils sont là. Non, laissez-moi juste me défendre 2 secondes. Je crois que cette affaire. Vous serez un bon avocat parce qu'il faut savoir défendre des causes indéfendables. Je crois que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas les images, c'est pas les conséquences de tout ça, c'est plutôt qu'on s'intéresse aux causes. Quelles sont les causes et au fond des affaires. Le fond des affaires, c'est quoi ? C'est un matin, il y a un dispositif, l'équivalent d'un dispositif antiterroriste, avec plus de 100 policiers qui sont mobilisés sur tout le territoire français pour aller perquisitionner chez 10 personnes. Des gens qui ont travaillé à un moment donné en stage au sein du Parlement européen avec Jean-Luc Mélenchon, etc., à la fois sur les comptes de campagne, et les comptes de campagne ont été validés. Donc il n'y a pas d'affaire. Ce qui est dénoncé là, c'est la tentative de déstabilisation politique qui a été menée. On voit bien qu'il y a une justice de 2 poids 2 mesures entre l'affaire Benalla et cette histoire-là. Benalla, on lui dit attention, on va vous perquisitionner demain, allez vider votre coffre, on revient demain, faites ce que vous avez à faire. Moi, je me suis demandé si quand ils allaient perquisitionner chez Mélenchon, ils n'allaient pas venir chercher le coffre de Benalla, en fait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, et ça, tous les Français le voient, ce 2 poids 2 mesures, il n'y a pas besoin de. Et quand Jean-Luc Mélenchon s'énerve par rapport aux images, pour vous répondre plus précisément, il s'énerve parce qu'il y a une perquisition qui est en train de se faire dans le local de la France Insoumise sans la présence des représentants insoumis, ce qui est interdit. Donc on regarde l'image, mais on ne regarde pas le fond des choses. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord qu'on traite de ces questions. Alexandre Vincent, c'est vrai que le dispositif, il peut étonner. Ces perquisitions simultanées, oui, ça n'arrive pas toujours. Moi c'est pas ça qui me choque. Moi, je pars du principe qu'en tant que responsable politique, si on est soupçonné d'avoir fauté, alors après, la justice dira si c'est le cas ou pas. Je connais pas le dossier, je suis pas juge d'instruction, je suis pas procureur. Là-dessus, je détends tout le monde. La seule chose, c'est que quand il y a des policiers qui sont là, quand il y a un procureur de la République qui est là, on ne bouscule pas l'autorité de l'État. Voilà. Moi, je pars déjà de ce principe. Une autorité dans un État, qu'elle soit judiciaire ou politique, ça se respecte. L'autorité de l'État, pardon, elle a été largement mise en cause par votre camp pendant l'affaire Fillon. Est-ce que je vous dis que j'ai partagé ça ? Moi, je pars du principe que dans un pays démocratique, la presse doit être libre et la justice aussi. Alors, voilà. Je finis juste. Il n'y a qu'une chose qui me choque, et je pense que par contre, on pourra au moins le partager, nous 4 sur ce plateau, qu'il y ait des perquisitions, qu'il y ait des poursuites, qu'il y ait des mises en examen quand des responsables élus ont fauté. Oui, c'est normal. Et on doit se plier à ça. Et puis après, et je suis désolé, j'ai travaillé quelques années avec Jean-François Copé. Il a été mis en cause dans l'affaire Big Malion. Il a été blanchi, sorti du dossier. Et ceux qui ont été mis en examen passeront devant la justice dans les mois ou années qui viennent. Donc voilà, une fois que la procédure est lancée, de toute façon, rien ne doit se mettre en travers de la procédure. Il n'y a qu'une chose que je peux regretter, c'est qu'il y a une justice qui va, en fonction des uns ou des autres, qu'ils soient au pouvoir ou pas, qui va à une vitesse différente. Je crois savoir qu'il y a une plainte qui a été déposée sur la campagne de M. Macron. Moi, j'attends encore les convocations, j'attends encore les perquisitions. Qu'après, que les autres familles politiques, soit le Rassemblement national, la mienne, celle de M. Aubin, connaissent des démêlés judiciaires. Je le regrette parce que clairement, ça jette l'opprobre sur l'ensemble des élus de la République. On ne va pas se raconter de bêtises. Quand un seul élu, quel que soit le camp, est mis en cause par la justice, c'est toute la classe politique dans son ensemble qui ramasse, y compris les élus locaux, qui font leur travail correctement. Mais il y a un moment, simplement, ce que je demande, c'est que tout le monde soit traité à égalité. Antoine Méliès, on a vu le Rassemblement national applaudir Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée et le Rassemblement national venir le défendre dans les médias.
Alors il y a deux choses par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Il y a ce qu'il n'a pas fait, notamment pendant l'élection présidentielle. C'est qu'il a été l'un des premiers à monter au créneau pour dénoncer François Fillon, pour aussi jeter l'opprobre sur Marine Le Pen lorsqu'il y a eu les problèmes avec l'affaire des assistants, etc. Et donc j'ai envie de dire, malheureusement, il aurait dû se taire, il aurait dû rester discret et calme. Maintenant, quand on a dit ça, je passe sur l'épisode... Pourquoi c'est quoi, on se protège mutuellement? Non, je passe sur l'épisode de la perquisition, etc., où clairement, malheureusement, il était en décalage complet avec ce qu'il a toujours prétendu dire, en disant « la République, c'est moi ». Au fond, on avait l'impression de voir un monarque. Moi, ce qui ne me pose pas vraiment de problème, mais on était très loin de la 6e République. Ça, c'est le premier point. Par contre, sur le fond, et moi, je serais beaucoup plus clair que M. Vincent Day. Moi, je le dis très clairement. Il y a une tentative de gouvernement des juges, aujourd'hui. Vous savez, François Mitterrand avait cette phrase « les juges ont tué les rois de France, la monarchie, ils tueront la République. » Et aujourd'hui, les juges sont en train de tuer la République. Et vous savez, moi, ce que je pense même dans cette affaire, le pire, c'est pas le procureur qui est sous l'autorité de la chancellerie, etc., où il y a un vrai problème d'indépendance de la justice, parce que vous parlez de la justice indépendante. Aujourd'hui, non, la moitié des magistrats ne le sont pas, c'est une réalité quotidienne. Mais le pire, c'est des magistrats du siège, dont tout le monde sait aujourd'hui que leur tableau de chasse, c'est de se faire un politique. Pour leur carrière, pour leur notoriété, etc., c'est de se faire leur politique. Quand je ne parle même pas de ceux qui sont idéologiquement engagés dans un syndicat d'extrême gauche qui s'appelle le syndicat de la magistrature, qui pose de véritables problèmes sur leur intention politique. Non, je parle sur l'aspect de l'indépendance de la justice. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a un véritable problème par rapport à l'instrumentalisation non seulement de la justice par le pouvoir politique, mais également par rapport à la place qu'occupe le juge dans le débat politique. Il ne peut pas, aujourd'hui, le juge défaire ceux qui sont démocratiquement élu parce qu'il n'est pas élu par les citoyens français. Et moi, je suis désolé, mais la chasse aux politiques, elle a des conséquences dramatiques aujourd'hui. M. Vincent Day le rappelait, notamment, tout le monde est touché, y compris le petit maire d'une petite commune rurale. Et aujourd'hui, il y a une vraie désaffection pour aujourd'hui l'engagement politique, y compris l'engagement local, alors qu'on sait que ce sont des gens qui s'engagent matin, midi et soir pour leurs administrés et pour défendre leur commune, pour défendre des politiques publiques qui sont utiles à la société. Moi, je le dis très clairement, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'OPA du pouvoir judiciaire sur la vie politique française. On a compris. Romain Blachier, juste un mot. C'est vrai qu'il peut avoir une question du deux poids, deux mesures. Alexandre Vincent Day rappelait qu'Emmanuel Macron est aussi visé par une plainte concernant sa campagne. Pour le coup, il n'y a pas eu les mêmes enquêtes jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas juge d'instruction là-dessus. Je considère effectivement qu'il y a un problème depuis des années. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une procédure judiciaire, quel que soit le parti, on se retrouve avec des politiques, et un peu des politiques de tous les bords, en train d'expliquer que c'est scandaleux, que la justice, c'est un complot, que systématiquement, les juges interviennent dans la vie politique et que c'est pas normal, alors qu'il me semble qu'effectivement, nous ne sommes, nous les hommes politiques, pas des juges d'instruction et qu'il faut laisser la justice faire son travail. Moi, ça ne m'a pas posé de problème quand il y a eu une perquisition au siège de la République En Marche pour l'affaire Benalla. On a retrouvé des flingues. Il me semble, écoutez, justement, voilà, moi, ça ne m'a pas posé de problème, parce que justement, visiblement, c'était nécessaire. Chez nous, il y en a pas. J'en sais rien. Je vous le dis. J'en sais rien, je ne peux pas vous croire, vous n'êtes pas juge d'instruction non plus. Mais bon, mais il y a Thomas. Moi, je peux peut-être finir, parce que les autres ont parlé tous les trois. Donc, moi, c'est effectivement quelque chose qui me pose problème, c'est quand le politique met en cause la justice. C'est-à-dire que ce n'est pas son rôle, et que, justement, il me semble que plus il y aura des mesures, et elles sont prises actuellement pour rendre la justice indépendante, plus ce sera bon pour la démocratie. Par contre, à l'inverse, que la juridiction, vous voyez, je suis tellement pas judiciarisation, merci. Vous voyez, je suis tellement pas juge d'instruction comme vous autres d'ailleurs, que je ne sais pas le prononcer. De la vie politique pose un problème que régulièrement, effectivement, les médias de tous bords, ils parlent des partis politiques uniquement dans ces temps-là et pas forcément des propositions de fond. Là, c'est un réel problème. Que les politiques soient inaudibles en dehors des affaires, ça, c'est un véritable problème également. Et du coup, ça tue le débat politique, en effet. Il y a Thomas, juste pour revenir sur la forme, on a beaucoup parlé du fond, on ne le maîtrise pas véritablement, mais sur la forme, cette réaction sur les médias, sur les gens, enfin la violence, l'appel à la haine contre les policiers, cette image qui est donnée. Bon, déjà par rapport à ça, pour répondre et que ce soit clair, Jean-Luc Mélenchon, je le connais bien, je suis derrière lui depuis un moment, a un parcours politique qui s'est efforcé d'être toujours dans une ligne qui était celle de la vertu. Jusqu'à présent, il a déraillé ? Juste terminer. Il a toujours été dans une politique vertueuse et il s'est senti touché dans son honneur
violé dans son intimité en venant perquisitionner chez lui. Et on peut comprendre Mais comme ça un arrive excès à de colère, comme ça l'argent. peut arriver à n'importe qui sur ça. Ah oui, il dure cet excès de colère. Oui, mais C'était pas. Laissez-moi terminer. Sur la question, vous en avez parlé de la justice. Moi, à aucun moment on s'est entravé aux procédures judiciaires. À aucun moment on n'a remis en cause la justice. Justement, le vœu qu'on formule, c'était justement d'être présent au moment de la perquisition. Pourquoi est-ce qu'on a forcé la porte? Pour pouvoir être présent au moment de la perquisition. Vous savez que la perquisition, il y a eu une perquisition. Il n'y a pas eu de PV. Il n'y a pas eu de PV. On ne sait pas ce qui a été pris. Mais on ne s'en est pas pris aux fonctionnaires d'État. Non, c'est pas les fonctionnaires d'État, les policiers et les juges. Il y a eu une perquisition, donc il y a des choses qui ont été prises. Il y a des ordinateurs qui ont été pris, il y a des saisies d'adhérents, des fichiers d'adhérents qui ont été pris, et le PV n'a pas été signé par les représentants de la France Insoumise. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on ne s'entrave pas à la justice. On souhaite justement que la justice soit appliquée parfaitement et de la même manière pour tout le monde. Donc ne nous faites pas le procès de voyous, puisque ce n'est pas le cas. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Alexandre Vincendé, Antoine Méliès, Elliot Aubin et Romain Blachier. Très bonne semaine sur TLM et sur TLM.tv.